Alors, tout seigneur, tout honneur, on est à bord d'une voiture électrique. Non, d'un VUS électrique, Gabriel. Le Guide de l'auto, une présentation d'Antirouille Métropolitain, recommandée par CA Québec. Bon, on va clarifier cette question-là tout de suite. Là. Exact. Nissan appelle le nouveau Leaf un VUS. Le véhicule est plus court, moins large que l'ancienne Leaf qui était une voiture. C'est compact, c'est pas haut, ça n'a rien d'un camion, mais juste pour essayer de duper les Américains qui veulent surtout pas acheter une auto, on a décidé d'appeler ça un VUS. Bon, alors là, on va appeler un chat un chat. C'est une voiture électrique, comme l'ancienne était une voiture électrique. Et les dimensions sont celles d'une voiture, et je ne vois absolument pas où on peut qualifier ça de VUS. La capacité de remorquage est assez limitée, Gabriel. Oui, effectivement. En fait, on pourrait presque dire que cette voiture-ci, ce VUS, Oui. est un mini Aria. Oui, c'est ça. C'est un Aria passé dans la sécheuse. Exactement. Mais pour ce qui est de l'autonomie, bon, évidemment, batterie de 75 kWh. Ouais. Au niveau de l'autonomie, c'est un peu mieux parce que le principal problème du modèle précédent de la Leaf, c'était effectivement l'autonomie qui était devenue presque limite maintenant. Oui, bien en fait, tu étais à 343 km avec la Leaf Plus de précédente génération et on a eu beaucoup de problèmes de fiabilité, de problèmes logiciels avec le modèle des dernières années, ce qui fait qu'on l'a retiré du marché même un peu plus rapidement que prévu. Il faut quand même être honnête, Nissan a été pionnier dans le monde de l'électrique en amenant sur le marché la première voiture électrique de masse avant même que Tesla le fasse. Mais on a laissé ça aller pendant trop longtemps et évidemment, il y a une compétition qui s'est installée et la Leaf s'est fait déclasser. Et l'objectif avec la nouvelle génération de la Leaf, c'est évidemment de remettre les pendules à l'heure et de faire en sorte que ce véhicule-là puisse s'illustrer comme l'avait fait la première Leaf en 2011. Je ne pense pas que cet objectif-là est réaliste parce qu'il y a beaucoup trop de compétition et parce qu'entre toi et moi, ce qu'on conduit en ce moment, c'est pas un véhicule qui est révolutionnaire par rapport à ce qu'on voit ailleurs. Non, pas du tout. Pour ce qui est de la motorisation, bon, évidemment, c'est pas un véhicule qui est très puissant, 214 chevaux, 0-100 en 7,5 secondes. Une dynamique qui est correcte, confortable. C'est un véhicule qui se conduit bien, mais c'est pas du tout un véhicule de performance où il n'y a aucune vocation sportive. Non, mais c'est correct. Exact. C'est pas l'objectif. Puis je te dirais qu'en ville ou en milieu urbain, c'est un véhicule qui est assez vif, assez maniable. Ouais. La réponse à l'accélération est évidemment instantanée, c'est le fun. Et tu as comme nouvelle technologie avec ce nouveau modèle, le système e-step, donc conduite à une seule pédale. On l'avait pas dans le passé. Bon, là, tu vas me dire que tout le monde le propose, mais c'était une lacune dans la Leaf. Et là, on a réglé cette situation-là. Ce qui me fait un peu rire, c'est que tu as derrière le volant de faux paliers de changement de rapport. J'ai aucune idée pourquoi on a installé ça là. Tu ne t'en serviras jamais. Moi, j'aime ça, par contre, parce que ça te permet justement de calibrer exactement le niveau de freinage régénératif que tu veux. Par exemple, en conduite hivernale, quelque chose comme le e-step qui permet la conduite à une seule pédale, moi, je trouve que c'est pas à privilégier parce que quand tu roules en ville, par exemple, et que tu as la conduite à une seule pédale, dès que tu lèves le pied de l'accélérateur, souvent tu as une grosse décélération. Et ça, c'est assez, notamment si tu es sur une plaque de glace ou une surface qui est glissante pour déstabiliser un peu la voiture. Donc, l'idée de pouvoir calibrer le freinage régénératif au moyen des palettes, des paliers au volant, selon moi, c'est une bonne chose parce que ça te permet justement de doser cette en certaines cette situations, mais j'ai l'impression que les gens ne l'utiliseront pas quand même. Il y a peut-être une partie sur ce modèle-là. Tu as raison sur un point. C'est pratique aussi dans le contexte où on est dans un véhicule à roue motrice avant. Exact. Et les gens se posent souvent la question, pourquoi il y a plusieurs véhicules électriques qui sont propulsés et non pas à traction? Bien, parce que le déplacement de la masse en accélération s'en va sur l'essieu arrière et que tu as une traction qui est toujours maximisée en ce sens-là. C'est pas vrai avec un véhicule à moteur à combustion où le moteur est toujours à l'avant. Alors ici, c'est différent et je considère pas que le fait que ce soit un véhicule à traction, dans notre cas, ce soit un avantage. Ça aurait pu être un véhicule propulsé, que ça aurait fait un travail intéressant, ça aurait peut-être même amélioré la dynamique de conduite, mais c'est pas un désavantage non plus, sauf dans une situation comme tu décris en ce moment, où tu es sur une surface
surface glissante ou inégale. Puis là, on le voit d'ailleurs parce que la trajectoire de la voiture sur la glace ici à Mécaglisse, bien, elle dévie de temps en temps et la voiture s'ouvre, là, littéralement. Là. Mais encore une fois, la vocation de cette voiture-ci, c'est pas, de ce VUS, pardon, n'est pas un véhicule de performance ou de dynamique. Donc, c'est des facteurs, les gens qui vont considérer l'achat de ce modèle-ci de la Leaf sont pas nécessairement portés là-dessus. Moi, je pense que tu sous-estimes Nissan, Gabriel. À quand la Leaf Nismo? Ouais. Ouais, pour ce qui est de la dynamique, on sent évidemment un peu le sous-virage. Ça, c'est fonction de la répartition des masses de cette voiture, de ce VUS. On sent véritablement que le poids est à l'avant du véhicule, ça c'est clair. Mais ce qui est intéressant dans le cas du nouveau modèle, évidemment, c'est la capacité de recharge jusqu'à 150 kW. Oui, c'est standard. Tu vas retrouver ça dans plusieurs véhicules de même gabarit. Le nouveau CHR chez Toyota, c'est la même chose. Pour un véhicule qui a une batterie de ce format-là, ça va, ça convient. Ça permet de ravitailler la machine en plus ou moins 30 minutes, 10 à 80 % dans les meilleures conditions. Alors, pas de problème de ce côté-là. Il y a un port NACS, évidemment, avec la nouvelle Leaf. Ça vous permet de vous charger sur les superchargeurs Tesla plus facilement et donc d'aller maximiser la charge. Bon, je sais que Tesla va chercher des vitesses de charge beaucoup plus élevées que 150 kW, là, mais c'est un avantage de ce côté-là et ça devient une norme là, de plus en plus standard dans l'industrie ici en Amérique du Nord. Et pour ce qui est de la recharge sur niveau 2, le chargeur embarqué de la voiture, c'est 7,2 kW. Alors, selon ce que vous allez avoir à domicile comme chargeur, ça va prendre entre 6h30 et 11h pour ravitailler la voiture à la maison sur la borne de niveau 2. Et côté consommation énergétique, bien, c'est une bagnole qui se défend. C'est plus aérodynamique. C'est un véhicule qui a été développé pour être efficace de ce côté-là. Alors, 16,2 kWh par 100 km, c'est ce qu'on annonce comme consommation énergétique. Évidemment, c'est pas ce qu'on fait en ce moment dans les conditions hivernales. Évidemment que mon test avec une voiture électrique, c'est souvent d'effectuer un Montréal-Québec. C'est 265 km qui séparent Québec de mon domicile. Et puis, je me suis rendu sans problème. Là. Il y avait suffisamment d'autonomie. Permets-moi de te dire qu'avec l'ancienne Leaf, c'était pas possible. Mais ici, on annonce une consommation énergétique qui est très raisonnable. Donc, c'est une belle amélioration. Et ça, bien, je pense que ça va parler à beaucoup de gens parce qu'on nous vend souvent la performance, la puissance, les gadgets. Mais ce que tu veux sur une voiture électrique à vocation pragmatique, c'est une vitesse de charge intéressante, une autonomie intéressante et ce sentiment de vraie liberté que tu n'as pas toujours avec une voiture électrique. Tu as peur d'être pris au piège, de te retrouver dans une situation qui est inconfortable. Bien là, tu as suffisamment d'autonomie, tu as une voiture qui va se ravitailler assez rapidement. C'est ça que tu veux. Puis Nissan est assez stratégique dans ses trois versions. Évidemment, S+, SV+, c'est ce qu'on conduit, et finalement la Platinum Plus. On est stratégique parce que chacune des versions va offrir un niveau d'équipement passablement plus intéressant et ça te donne le goût de passer au modèle supérieur. Mais quand tu regardes la facture, on va y revenir un peu plus tard, ça donne un peu moins le goût. Donc, l'équilibre, je pense, se trouve dans cette version S+, qu'on conduit en ce moment, qui sera probablement la plus populaire. C'est pas celle qui a la meilleure autonomie, cela dit, parce que si tu prends la version S+, tu es à 488 km d'autonomie annoncée. Ça commence à être intéressant. 463 dans le cas qui nous concerne. Et parce que tu es en 19 pouces avec la version Platinum et qu'elle est plus lourde, bien, tu tombes à 417. 417, c'est une autonomie qu'on jugerait aujourd'hui standard, mais avec une batterie de 60 kWh, pas de 75. Alors, la version Platinum, c'est pour moi la moins intéressante parce que tu perds en autonomie, elle coûte passablement plus cher. Oui, tu as des gadgets qui sont intéressants, mais rendu dans cette sphère de prix-là, il y a d'autres choses. Alors, je pense qu'il faut maximum aller à cette version SV+, pour avoir un rapport équipement-prix qui se tient un peu debout. Et même là, quand tu te compares avec la compétition, tu te rends compte que c'est loin d'être une aubaine, là. Quand faut-il changer de véhicule? Lorsqu'il y a des signes importants de rouille, d'usure ou de faiblesse sur la carrosserie ou le châssis, quand il faut remplacer une pièce mécanique maîtresse et coûteuse comme le moteur ou la transmission, ou si vos besoins changent, par exemple si la famille s'agrandit.
Espace cargo pratique, approuvé par Patrick Morin. Alors, c'est quand même un véhicule pratique pour ce qui est de la capacité de chargement ou du volume de chargement, devrais-je dire. Oui, 566 litres au niveau du coffre, plus de 1500 litres avec les sièges rabattus. Ça va de ce côté-là, considérant le format, mais c'est un véhicule qui est polyvalent. Je pense qu'on l'a bien dessiné à l'intérieur pour justement avoir un maximum de dégagement. On n'est pas surpris par ces deux écrans de 12,3 pouces. On a des commandes à rappel haptique. Un élément que j'aime aussi, c'est le fait qu'on ait le levier de vitesse à bouton poussoir. Ça permet de dégager l'espace et d'avoir davantage d'espace de rangement, chargeur par induction pour téléphone cellulaire, tout ça. Là où le bas blesse, en ce qui me concerne, c'est au niveau du design extérieur. Alors, les roues sont LED. Je ne sais pas pourquoi on a essayé de faire des jantes, oui, originales, mais vraiment pas élégantes. Le fait qu'on ait mis une ceinture chromée au niveau de la fenestration, je me demande pourquoi, encore une fois. On a fait la même chose avec le Kicks. C'est pas du tout joli. Et le seul élément que je trouve un peu sympathique au niveau du design sont les feux arrière qui sont inspirés de ceux de la 300 ZX qu'on avait lancé en 90. Mais disons que le reste de la voiture, c'est sérieusement générique. Mais pour les aspects pratico-pratiques, des sièges arrière qui sont confortables aussi, bon dégagement pour les jambes à l'arrière. La visibilité aussi vers l'avant est très, très bonne. Ouais. Donc, on a véritablement cette planche de bord qui est assez basse, disposée évidemment à l'horizontale. Donc, il n'y a pas vraiment de distraction quand tu es au volant de cette voiture-là. Par contre, il y a un avantage avec ce véhicule-là par rapport à d'autres du même segment, c'est que tu as un niveau de confort qui est supérieur. Ça, tu es obligé de l'admettre. Nissan a toujours cet avantage d'offrir des sièges qui sont plus confortables que la moyenne et d'avoir un bon dégagement pour faire en sorte que tu aies un véhicule plus polyvalent, disons. Mathieu, tu auras remarqué que sur notre nouveau Nissan Leaf, on a deux ports de recharge. Le NACS d'un côté, donc pour les bornes Tesla. Et les bornes rapides. Et les bornes rapides. Et de l'autre côté, c'est le fameux fusil là, niveau 2 que l'on connaît, que vous avez peut-être même déjà installé à la maison. Mais si vous voulez recharger vite, ça prend le NACS. Donc, il faut que vous soyez compatible et que vous ayez des comptes avec les superchargers de Tesla notamment. Et on a le Auto-Charge, donc la recharge automatique qui se fait avec ce véhicule-là sur les bornes de niveau 3. Ce qui veut dire que vous n'avez pas à glisser une carte ou votre téléphone, par exemple, devant le chargeur que vous utilisez. Ça se fait automatiquement. Mais attention, il faut que ce soit programmé dans la voiture. Il m'est arrivé une aventure où ça n'avait pas été fait et je n'étais pas capable de recharger même avec ma carte. Donc, soyez avertis de ça. Votre concessionnaire devra se charger de s'assurer que tout était fait dans les règles de l'art avant que vous quittiez la concession au moment de la livraison. Beaucoup de choses qu'on a améliorées sur ce nouveau modèle-là, notamment, c'est plus qu'un véhicule sur 4 roues, c'est une batterie sur 4 roues aussi, avec le V2H qui permet comme ça d'alimenter quelque chose d'autre. Ça devient une batterie qui peut alimenter votre maison. Et ça, c'était souvent un accessoire supplémentaire qu'on devrait acheter. C'était souvent aussi des options pour des véhicules électriques qui étaient davantage de luxe. On a amélioré beaucoup de choses. Premièrement, le système d'écran, entre autres. Ouais. On est intégré complètement avec Google. Donc, c'est l'assistant à l'intérieur. Vous pouvez lui passer des commandes. Il comprend plutôt bien. OK, Google, quelle température fait-il? À Notre-Dame-de-la-Merci, il fait présentement moins 1 degré. Ça me semblait plus froid. Autre chose aussi, c'est que pour favoriser et pour améliorer la vitesse de recharge, on va pouvoir préconditionner la batterie. C'est-à-dire qu'il y a un chauffe-batterie, donc on va pouvoir comme ça préparer la batterie afin qu'elle n'ait pas à recevoir le courant à basse vitesse et qu'elle augmente de plus en plus. On peut déjà arriver, hey, la batterie est prête, paf, et on va y aller à pleine vitesse ou à peu près. L'idée, c'est de tempérer la batterie pour accélérer la vitesse de charge au moment où on en a besoin et on ne l'avait pas sur l'ancienne génération. Puis évidemment, un conducteur de véhicule électrique qui a besoin de faire des longues distances, il veut pouvoir planifier son trajet en fonction du réseau de bornes et en fonction de l'autonomie restante. La voiture te propose une technologie qui va t'aider là-dedans. Absolument. On a des programmes de recharge, beaucoup d'informations liées à la batterie. On a aussi le planificateur intelligent. Donc, c'est un système qui va calculer notre trajet en fonction de la température extérieure, parce que ça a un impact direct sur la batterie, et aussi sur l'état comme tel de la batterie. Donc, on essaie le plus possible de donner de l'information au conducteur afin de le rassurer, parce qu'on l'a tous déjà été un peu angoissé à l'idée de voir que là, il restait une vingtaine de pourcents, puis on se dit, on ne se rendra pas. Alors qu'avec une voiture au gaz,
quand la lumière E s'allume, on fait « Bah, non, Il en encore reste 50, pour... 60. Oui, exact. Donc, des fois, on dirait que l'ignorance, c'est le bonheur, mais ici, on est constamment bombardé d'informations, puis on se dit « Aïe, 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 on se rendra pas. » Mais il y a des bonnes chances que vous vous rendiez. C'est une petite crainte qui finit par passer. L'ignorance, c'est le bonheur, hein? Ben, c'est ça qu'ils disent, ça a l'air. Je suis pas au courant. Je suis pas au courant. Recommence-moi ça. Une compagnie sérieuse, c'est aussi une équipe d'experts pour assurer un suivi rapide et efficace sur tes réparations. Ça fait toute la différence. En ce qui concerne l'échelle de prix de la Nissan Leaf 2026, ça commence à 47 857 $, frais de transport et préparation inclus, et ça va jusqu'à 55 857 $. En ce qui concerne le modèle à l'essai aujourd'hui, il y a une étiquette de 49 890 $ si on inclut la subvention provinciale. En ce qui concerne le financement, on parle de 832 $ par mois, taxes incluses, à un taux de financement de 1,4 % sur 72 mois si on prend en considération la subvention provinciale. En termes de location, on parle de 598 $ taxes incluses, à un taux de 0 % sur 48 mois si on inclut la subvention provinciale et un crédit du manufacturier de 1 000 $. Si on prend en considération le prix de vente et les taux, on va faire comme plusieurs véhicules électriques actuels et on va privilégier la location pour la Nissan Leaf 2026. Messieurs, la Nissan Leaf, ça a été le premier véhicule électrique commercialisé par un gros constructeur. Est-ce qu'on est armé maintenant pour faire face à la compétition et regagner un peu la gloire qu'on avait dans le temps? Non. En fait, la vérité, c'est ça, il faut être honnête. La Nissan Leaf est arrivée sur le marché début 2011. Elle a révolutionné le marché automobile mondial, a connu un succès franchement impressionnant partout à travers le monde. Et après ça, on l'a laissé aller et on a laissé la concurrence la dépasser et rapidement. On revient avec une Nissan Leaf, on est supposé être compétitif. Le produit est loin d'être vilain, il est trop cher. Le prix n'a pas de bon sens. On est 5, 6, 7 000 $ de plus que tous les nouveaux véhicules qui arrivent sur le marché cette année, y compris la Chevrolet Bolt, y compris le nouveau Toyota CHR, Subaru Uncharted. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas plus compétitif en matière de prix. Et moi, ce qui m'insulte encore plus, c'est qu'on nous la vend plus cher qu'en dollars US. Parce que si tu regardes le prix d'une Nissan Leaf aux États-Unis, ça commence à 30 000 $. Ici, avec les frais de transport préparation, tu es pratiquement à 47 000 $ pour un modèle de base. Et soit dit en passant, c'est le modèle que tu veux pas. Tu veux minimalement aller à la version SV qu'on a conduit, qui, elle, dépasse les 50 000 $. Moi, je te dirais, je ferais un parallèle entre la Nissan Leaf et la Toyota Prius. Quand Toyota est arrivé sur le marché avec la Prius, la première voiture à motorisation hybride. C'est une technologie qu'ils ont développée, qu'ils ont raffinée et qui ensuite a été déclinée sur plusieurs modèles. Et du côté de chez Nissan, on arrive justement avec la première voiture électrique de masse et on s'arrête là. Quand tu es le premier, quand tu es le pionnier avec une certaine technologie, tu devrais logiquement continuer sur ta lancée puis conserver ta longueur d'avance. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. En fait, on a raté une opportunité en or de faire qu'est-ce que Tesla a eu de la difficulté à faire, mais qui a été promis pendant longtemps, c'est-à-dire une véhicule électrique en bas de 35 000 $ au Canada, avec le nom de la Leaf, cette réputation-là qui a été faite dès le début, qui aurait pu faire face avec la compétition éventuelle des Chinois, par exemple, ou même des marques coréennes qui arrivent avec des véhicules qui sont extrêmement bien équipés et qui ont appris de la technologie à travers les dernières années, ce que Nissan, comme on l'a dit, n'a pas fait. Là. Alors, comment est-ce que Nissan va s'ajuster? Ça fait quelques mois seulement que la Leaf est sur le marché. Déjà, on propose des taux qui sont abaissés à 0 0,9 %, des rabais de 1 500 $, des rabais fidélité. Alors, tu dévalues ton produit alors que c'est une nouveauté toute fraîche. Ça augure pas bien. Est-ce qu'on va améliorer la stratégie avec la Leaf? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est ce qui a tué le succès du Nissan Ariya également. Le produit n'était pas le problème. La façon de le vendre et la stratégie de prix l'a été. Et regarde l'Ariya aujourd'hui, on ne le vend plus aux États-Unis et ça se vend au compte-gouttes chez nous au Canada. Gabriel, ton verdict pour la nouvelle Leaf? Autant le modèle de première génération était un modèle important, autant celui-ci me laisse complètement froid. Et c'est pas parce qu'on l'a testé en hiver à Mecaglis, mais sur le plan technique,
sur le plan de ce que ça représente et aussi de ce que ça coûte, je trouve que c'est vraiment un ratage malheureux de ce côté-là. Si ce véhicule-là était 5, 6, 7 000 moins cher, je vous dirais, allez-y. J'ai pas de contraintes. Moi, ça me parle pas parce que je trouve que ça n'a pas de personnalité. Mais c'est un véhicule qui est quand même confortable. Hein. On a un habitacle qui est quand même adapté pour les bons voyages. Il y a des qualités, le véhicule, mais dans ce contexte-là, elles ne sont pas optimisées. Donc, pour moi, c'est pas recommandable. Merci beaucoup, les gars. La semaine prochaine, on parle du GMC Terrain.